Bonjour, bonjour à tous. On est ici en direct de la Samaritaine à Paris pour vivre pleinement ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que SCC est supporter officiel de cet événement planétaire. C'est le plus grand événement, je le rappelle, organisé par la France de tous les temps. Pour l'instant, ça se passe très bien, les audiences cartonnent, les stades sont pleins et l'ambiance, surtout l'ambiance, messieurs, est assez exceptionnelle, j'ai l'impression. On est avec Didier Lejeune, CEO de SCC France, et Renaud Lavillenie, qui est sponsorisé par SCC, qui est surtout un grand champion de saut à la perche. Ouais, l'ambiance est fantastique. Il y a un public extraordinaire, que ce soit d'ailleurs des Français ou même des étrangers. Vraiment, les équipes sont portées, les gens sont engagés, les stades sont pleins. Et j'ai fait pas mal de stades différents et c'est magnifique. Et en plus, les sites ont été vraiment mis en valeur par le comité olympique, que ce soit le Grand Palais, que ce soit la Concorde, que ce soit même Versailles. Oui, c'est ça, les sites en plus, c'est dans la ville, c'est voilà, pas seulement dans les stades. Ville, et on voit les Invalides, enfin c'est extraordinaire. Ça a été pensé justement pour qu'on profite du sport, mais aussi on profite du paysage, voilà, des monuments, c'est exceptionnel. Voilà. Pour l'instant, les Jeux sont réussis selon toi, Renaud ? Oui, je pense que pour moi, clairement, les Jeux sont déjà réussis sur plein de choses. Déjà, on a eu une cérémonie d'ouverture qui était exceptionnelle, qui a quand même mis en avant la ville de Paris et la France d'une manière assez remarquable. Et puis, sur le côté sportif, il y a deux choses. Comme le disait Didier, la mise en avant des sites est juste fabuleuse. Objectivement, on sait que Paris est une belle ville, c'est pas pour rien que c'est une des villes les plus touristiques au monde, mais là dans un contexte olympique, ça l'est, je dirais encore plus, ça la magnifie, c'est extraordinaire. Et puis en termes de performance, on n'a jamais fait autant de médailles en si peu de temps, on a encore une semaine à venir avec, on espère, encore beaucoup de médailles. Donc on voit cette ferveur populaire qu'il peut y avoir derrière les athlètes, et évidemment derrière tous les Français, mais voilà, les gens sont là pour voir du sport, pour vivre des émotions, et ouais, tout le monde, en tout cas je pense que tout le monde se régale de vivre ces Jeux, quoi. Un sentiment de fierté, j'ai l'impression aussi, des Français. Il y a vraiment voilà, une ferveur populaire. Alors, une fierté de cette organisation qui est quand même magnifique et extrêmement complexe, hein. Et une super organisation d'ailleurs. Et moi je voudrais, oui, SCC évidemment fournit toute l'informatique des Jeux, les postes de travail, les télévisions, etc., qui permettent aux journalistes de travailler, de voir les scores, de pouvoir se connecter à Omega pour chronométrer les athlètes. Mais c'est aussi tous les volontaires, je trouve. Ouais. C'est extraordinaire. Là, moi j'ai fait pas mal de sites, on est vraiment accompagné, on est renseigné, c'est assez complexe, hein, il y a plusieurs entrées, etc. Et on est vraiment bien traité, les gens sont très sympathiques et vraiment ça donne envie, je pense, aux étrangers de revenir en France, et ils sont vraiment bien accueillis. Et pour parler de SCC, donc, parce que les gens qui regardent les Jeux Olympiques à la télé ou même dans les stades ne se rendent pas compte un petit peu de l'envers du décor, derrière les records, les médailles, l'organisation, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est un projet qui est le plus complexe qu'on ait jamais traité, hein. Pourtant SCC va fêter l'année prochaine ses 50 ans, donc on fait d'énormes projets sur des très grandes entreprises et très grandes administrations françaises. Mais c'est la livraison, le sourcing, la livraison, l'intégration de plus de 65 000 objets. Des devices, on dit des écrans, des PC, des imprimantes, des télévisions, etc. C'est la livraison sur les sites, c'est le financement, c'est la reprise, parce qu'il faut savoir que sur un site donné, vous pouvez avoir plusieurs sports et à chaque fois, l'environnement logiciel correspond au sport. Donc même sur un site donné, quand on a livré des PC correspondant, je ne sais pas, à l'escrime ou à la boxe, si on déroule un autre sport comme le tennis, et là d'ailleurs il y a déjà des reprises en cours. Il y a déjà des reprises en cours. Et évidemment, après, on va traiter les Jeux paralympiques et il faudra également relivrer sur des sites différents, des sports différents, etc. Et à la fin, on revendra ces postes de travail, ces devices à l'ensemble de notre clientèle, parce qu'on veut évidemment des Jeux très green IT, l'héritage. Et pour nous, ça correspond exactement aux valeurs de SCC, donc c'est extrêmement important.
très beau message. Et Renaud, donc, nous, on t'a suivi depuis près de 2 ans maintenant, puisque donc, SCC t'accompagne dans la préparation et t'accompagne un peu au quotidien aussi dans ton activité sportive. On a vu malheureusement que c'est passé à quelques petits centimètres. On se souvient de ce saut en Pologne notamment, un peu frustrant. Tu peux nous raconter donc qu'est-ce qui s'est passé à toi, de ce côté-là pour toi? Ouais, ce qui s'est passé pour moi, c'est que faut arriver à reprendre depuis le début. Et depuis le début, c'est vrai que 2023 a été une saison un peu particulière pour moi parce que j'ai traîné une tendinite qui s'est pas soignée et qui est arrivé jusqu'à un moment où j'étais au bord de la rupture du tendon au niveau de l'ischio dans la fesse. Donc j'ai eu à prendre un choix assez important qui a été de passer par la case chirurgie, qui était pour moi la seule manière de pouvoir espérer me qualifier. Après, je savais que le challenge était osé, était dur parce que il me manquait peut-être 2-3 mois pour prendre le temps dans la préparation, mais les jeux on ne pouvait pas les décaler, donc il fallait avancer. Et donc depuis le 14 septembre 2023 où je me suis fait opérer, ça a été une certaine course contre la montre, déjà pour me remettre physiquement, et puis ensuite de retoucher la perche, de reprendre petit à petit. J'ai eu des très bonne phase. J'ai eu un début de reprise de compétition qui a été très encourageant, notamment en Pologne le 31 mai où je fais 5,72 m, je rate 5,82 m de très peu, et en sachant que c'était les minima olympiques. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, tout le travail que j'ai pu mettre en place, il commençait à payer parce que j'avais encore un mois, j'avais jusqu'au 30 juin pour faire cette performance-là. Je ne pensais pas être aussi proche si vite. Et puis malheureusement, une semaine après, sur une compétition à côté de Lyon, je fais 5,70 m, sur mon 70, je me blesse. Sur le coup, je le sens pas. Je le sens, mais je le sais pas que je suis blessé. Je fais 3 tentatives à 82 qui sont pas si mal que ça, sauf que malheureusement 3 jours après le verdict tombe, j'ai une petite lésion au niveau de la ponévrose, et ce qui fait que ça me coupe un peu dans mon élan, clairement, parce que pour moi je voyais que le mois de juin était parti pour être bon, et cette performance je la sentais, je l'avais dans les jambes. Malheureusement, j'ai dû batailler un petit peu, et je suis arrivé le dernier jour possible, qui était le jour des championnats de France à Angers le 30 juin, où physiquement j'avais récupéré, j'étais pas à 100%, mais j'avais récupéré, et en plus il a fallu se battre contre des conditions climatiques qui étaient pas les meilleures pour nous pour sauter librement. Le vent notamment, pour ceux qui connaissent pas, le vent a été très, très, très perturbant, et ce qui fait que j'arrive malgré tout à assurer un podium. Je me retrouve 3e au championnat de France, donc j'étais très content de ça. Malheureusement la perf n'a pas été bonne, et donc voilà, donc il a fallu rapidement faire une croix sur les JO. Je savais de toute façon que depuis des mois c'était un scénario qui pouvait arriver, et là gérer la satisfaction que je peux avoir aujourd'hui, c'est que le côté physique est derrière moi. J'arrive à me rentraîner, enfin j'ai pas coupé, je m'entraîne encore parce que je suis tourné aussi maintenant sur 2025, et physiquement je peux enchaîner les séances, je peux sauter de plus en plus librement, et ça c'est quelque chose que j'avais pas vécu depuis 2 ans, donc c'est aussi pour moi un vrai soulagement de me dire que malgré les années qui passent, j'ai quand même réussi à réparer mon corps et réussi à retrouver un certain niveau de compétitivité. Maintenant, parce qu'il n'y a pas que les jeux. La carrière continue, il y a plein d'autres compétitions. C'est les paillettes, ça brille, mais pour toi et tes ambitions futures, il y a encore plein de compétitions à venir. Exactement, c'est-à-dire que forcément tout le monde ne pense qu'aux jeux depuis quelques mois, parce que ça arrive, parce que c'est à Paris, etc. Mais j'ai la chance déjà d'avoir vécu 3 JO où j'ai quand même plutôt bien performé. Donc pour moi, je savais que Paris... C'est très modeste, hein, une petite médaille d'or, quoi. Voilà. Une médaille d'or, une médaille d'argent, une 8e place, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et sauf que voilà, je savais que les Jeux à Paris pouvaient être du bonus si j'y arrivais, et si j'y arrivais pas, c'était pas dramatique. Et surtout pour moi, ce qui était le plus important, c'était de me retrouver à pouvoir refaire du sport. Et je sais que le jour où je me suis fait opérer, j'avais dit au chirurgien, je fais: vous savez, l'objectif premier, c'est que dans 10 ans, je puisse faire du saut à la perche avec mes enfants. Après, si je peux faire les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, ça sera un vrai bonus. Donc là, je vais me tourner maintenant sur les Championnats du Monde qui auront lieu l'année prochaine. Et avant ça, j'ai le All-Star Perche, dont SCC est partenaire depuis 2 ans, où j'ai envie forcément de retrouver mon public clermontois, et de retrouver être seulement à l'organisation, mais sur la piste de nouveau. Et SCC sera
sûrement encore là pour vous accompagner. Alors justement, tu parlais de malgré les échecs, il faut savoir quand on est un athlète rebondir et trouver de nouveaux objectifs. On a un message pour toi. On est parti à la rencontre d'un ex, lui aussi champion olympique. Si je te dis 92 Albertville, est-ce que ça te dit quelque chose? Alors déjà, c'est les sports d'hiver. Sport d'hiver. Je vois bien Edgar Gros-Piron. Un petit Edgar Gros-Piron, exactement. Vous pouvez regarder. Edgar Gros-Piron a un message pour Renaud. Prolonger sa carrière, tenter d'aller chercher le Graal olympique dans des jeux chez soi, c'est un immense défi. C'est un défi qu'on se fixe et qui est énorme parce qu'il n'y a pas plus important. Et donc c'est ça qui est inspirant, c'est d'être capable, quand on est déjà reconnu, d'aller se refixer des objectifs hyper élevés. Parce qu'il a osé y aller, il savait que ce ne serait pas facile, il a pris le risque et c'est parce que c'est aussi quelqu'un qui saura rebondir là-dessus et repartir vers de nouvelles aventures. Quand on parle de culture de la performance, on parle d'abord et avant tout de culture de rebond, cette capacité qu'on a à rebondir, à être dans la résilience. Rebondir et être dans la résilience, est-ce que ça te parle? Oui, je pense que c'est quasiment mon quotidien. Hein, donc déjà, rebondir, sauter, être toujours de l'avant, c'est quelque chose qui m'a toujours bien convenu. Et puis il y a des périodes, je dirais, de carrière qui sont plus propices à ça. Donc oui, ça va vraiment dans le bon sens. Et puis surtout, c'est que il y a le petit truc en plus, je dirais, que j'ai depuis des années, si ce n'est peut-être même depuis la naissance, c'est ce côté de prendre du plaisir et de faire les choses pour plaisir et non pas par obligation, non pas par envie de performer. Tu nous as toujours dit, moi, tant que je pourrais sauter, je sauterai, peu importe l'âge, peu importe la hauteur, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire et donc ça, j'arrêterai jamais. Ouais, complètement. Et j'en veux pour preuve encore hier, j'étais dans mon jardin à faire du saut à la perche. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait aucun intérêt, si ce n'est que de kiffer le moment, d'avoir mes enfants qui étaient à côté, qui aussi en font de temps en temps, etc. Et je veux dire, c'est des moments comme ça qui montrent que je ne suis pas venu dans le sport de haut niveau par hasard. Je suis venu par passion de la discipline, par passion de pouvoir aussi, évidemment, derrière, j'ai un tempérament de compétiteur, j'aime pas perdre, comme tous les champions n'aiment pas perdre. Mais quand j'ai la possibilité de faire ce que j'aime dans mon quotidien, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Et donc oui, j'ai pas de date de péremption, en tout cas, je l'espère, pour la pratique du saut à la perche. Et donc, pour moi, tant que je prends du plaisir, je vais continuer de jouer, quoi. Le plus longtemps possible. Alors, je rappelle pour ceux qui sont en direct que tout à l'heure, à la fin de ce live, dans quelques minutes, on va vous proposer de participer à un quiz et vous pourrez gagner 2 places pour vous aussi aller voir les Jeux. Une belle épreuve de water polo, normalement. Alors, on t'a suivi, nous, on le disait tout à l'heure, pendant plusieurs années, justement, dans ta vie de tous les jours, aux entraînements. Ça s'appelle Elevate, c'est une série qui est produite par SCC. Et il y a le dernier épisode qui sort donc, sur les quelques derniers mois des dernières compétitions juste avant les Jeux Olympiques. C'est l'épisode numéro 6, il est en ligne déjà sur YouTube pour vous, si vous voulez aller jeter un œil. On va regarder un petit extrait, une petite bande-annonce? Avec plaisir. Allez, regardez. Il y a 9 mois, j'étais à Paris sur le lit d'hôpital en train de me faire charcuter l'ischio. Personne ne me voyait revenir, défendre mes chances, etc. Renaud has been around for so long. And now he's been jumping just as high for the last 10 years or more. To have one of these guys in pole vault at the moment, he's just pushing us to get better and better and better. Je connais Renaud et il m'a prouvé 1000 fois que c'était pas un gars comme les autres. Parce qu'il a cassé toutes les barrières quand il est arrivé dans ce sport. Sauter, c'est son plaisir. Et donc, c'est son plaisir et en plus, il est bon. Donc du coup, à partir de là, il ne se met pas de limite. Il y a une force de travail, de caractère, une force mentale. C'est pour ça que ça en fait l'athlète qu'il y a aujourd'hui, qu'on adore. Renaud's my biggest idol growing up. He's who I looked up to and who gave me the belief that I can become the Quebec roller also. Voilà.
Elevate, la série avec l'épisode qui vient de sortir sur YouTube. Vous pouvez aller jeter un œil. On voit du beau monde dans cet extrait et on voit surtout ce respect commun de tous les athlètes et de tous les sauteurs à la perche qu'ils ont pour toi, quoi. Ouais, bah, en tout cas ils l'ont dit de manière naturelle, hein, j'étais pas là à les menacer, donc ça fait chaud au cœur de voir ces beaux témoignages et puis surtout c'est de voir que ils m'ont compris, ils me connaissent, ils savent le pourquoi du comment, comment tout est arrivé et donc ouais, je pense que c'est une belle reconnaissance et autant voilà, on gagne des médailles quand on est sur des compétitions, mais pour moi ce genre de discours, ce genre de paroles, ça vaut toutes les médailles du monde parce que ça veut dire qu'on a été même au-delà de son sport, on a été au-delà de la simple performance métrique, individuelle, etc. Et ouais, c'est un honneur de pouvoir avoir ça et surtout de voir que dans ce petit lot de témoignages, il y en a qui sont qui ont réussi à passer des barres monstrueuses et de, entre guillemets, parti de rien, arriver je dirais, à inciter des gens à faire du sport, à se dépasser, etc. Pour moi, c'est exceptionnel. Ouais. On voit notamment Mondo qui le dit souvent en interview que tu l'as inspiré quand il était tout gamin, que tu étais son idole. On voit aujourd'hui ce qu'il arrive à faire, c'est assez incroyable. Et même on a vu Vincent Clerc, qui est un ami à toi, je crois, qui lui aussi est un grand du sport français, qui a une admiration. Et ouais, ça doit faire chaud au cœur quand même de voir que le monde... D'ailleurs, on t'a vu aussi à la cérémonie d'ouverture, quand même d'être sélectionné dans les 10 athlètes de la fin du relais, ça aussi, ça doit être une sacrée fierté. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir, clairement. Comme je l'ai dit, ça remplacera en rien le fait de ne pas pouvoir sauter dans le stade olympique le jour des Jeux, mais je dirais c'est aussi fin. Ouais, c'est aussi fort de manière bien différente et j'ai été conscient ce jour-là que j'ai vécu un truc irréel tout simplement et que ressauter dans un stade olympique c'est possible. Par contre, reporter la flamme olympique à quelques minutes d'allumer la vasque avec entouré que de champions français dans un lieu idyllique et que ça comme ça, c'est plus possible. Ça a été fait une fois et on pourra pas le refaire. Tu l'as su combien de temps avant? Je l'ai su. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait 2 jours avant un petit peu, mais je ne savais pas réellement comment ça allait se passer. Et en fait, on a tous su vraiment comment ça allait se passer 1 heure avant que ça se passe. Ah ouais, okay. Donc voilà, on s'est retrouvés en fait tous ensemble avec un briefing, etc. Et on s'est dit, mais waouh, mais qu'est-ce qu'on va... Enfin, on est où là? Qu'est-ce qui va se passer quoi? Et en fait on s'est retrouvé d'ailleurs ça a été une petite frustration qu'on a pu, enfin en tout cas que j'ai pu avoir sur l'après en revisionnant les images, c'est que il y a une image qui avait été extrêmement forte qu'aurait pu être mise en avant, c'est qu'au moment où Teddy et Marie-Jo sont sur le point d'allumer la vasque et que ça parte, on s'est retrouvés en fait tous ensemble à faire une immense accolade et en fait à vivre l'événement, mais ouais, je pense qu'il n'y en avait pas un de nous tous qui n'avait pas une petite larme à l'œil quoi. Et ça c'était pour moi quelque chose qui c'était un message fort quoi. C'est qu'on était vraiment, on était tous ensemble à profiter de l'instant présent parce qu'on savait que dans quelques minutes c'était fini et que ouais, on aurait des images gravées à vie de ce moment magique et quand on voit dans l'eau, il y en a, on s'est pas amusé à compter, mais le nombre de médailles olympiques qu'il y avait juste olympiques, c'était déjà monstrueux et on en passe après pour les médailles mondiales, etc. Ouais. Donc ouais, on a beau être tous des grands champions. Là, c'était un moment où les émotions étaient quand même extrêmement fortes, quoi. Et puis c'était des personnalités qui étaient évidemment reconnues sportivement, mais que des personnalités fortes aussi attachantes que les Français de manière générale admirent et aiment beaucoup. Bien sûr, ouais, on avait tous des histoires incroyables et il y avait personne entre guillemets qui avait pas de raison d'être là. Évidemment. Et même s'il y avait d'autres personnes qui auraient pu être là, mais voilà, après dans 4 ans. Il y a toujours des choses, mais non, ouais, c'était un moment qui était exceptionnel. Ouais.
Bon, et ton petit prono alors du coup pour cette compétition de saut à la perche à venir. Et je rappelle qu'il y a le quiz, restez avec nous en direct pour gagner 2 places. Un petit prono, alors bon, on sait que la première place a priori, ouais, alors déjà on va prendre dans l'ordre, mais déjà demain matin il va y avoir les qualifications, donc tant qu'on n'a pas les 12 pour la finale, il ne faut pas non plus s'enflammer, même si normalement les prétendants au podium devraient passer les qualifs sans encombre. Donc si tout se passe bien en partant du principe que tous les favoris sont en lice, pour moi clairement le titre il est à la seule portée de Duplantis, parce qu'il est clairement au-dessus du lot et sur beaucoup de avec un petit record à la clé. Le premier objectif va être de gagner pour lui. Il va être de pouvoir faire un doublé historique qui n'a été fait qu'une fois dans les années 50 par Bob Richards en 52-56. Là où moi j'ai échoué de peu en 2016 pour faire ce doublé là. Donc déjà, on ne reparlera pas de la controverse de Rio. Mais en tout cas voilà, son objectif il est clair, il est là, il est de pouvoir rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Et si tel est le cas, derrière, oui, la tentative de record du monde sera là. Et après, je le sens quand même plutôt bien. Donc on va pas s'en cacher. Ensuite, pour le podium, pour moi, il y a un vrai concurrent, un vrai prétendant pour la deuxième place, c'est Sam Kendricks, qui est revenu au plus haut niveau de manière fracassante. Qu'on retrouvera dans l'épisode d'Elevate si vous le regardez. Exactement, et qui pour moi, il a une revanche à prendre sur Tokyo. Il a eu quelques années un petit peu moyennes, et là, c'est celui qui a un saut qui est le plus épuré, qui est le plus fiable sur le plateau. Donc il est capable de gérer la pression et de faire 90-95 sans aucun souci quand il faut. Donc pour moi vraiment c'est mon favori pour la deuxième place. Okay. Et ensuite pour la troisième place, pour moi j'en vois 4. En sachant que 3 et 2 ça va jouer à pas grand chose, hein. Ça va être dans le truc, mais donc, pour moi ils sont 5 pour les 2 places du podium. Ouais. Et donc dans les autres il y a l'américain Chris Nielsen qui est sur tous les podiums depuis 2021, vice-champion olympique, vice-champion du monde. Il est sur une saison un peu moyenne, mais voilà, il a montré que on peut compter sur lui. Il y a le Philippin Obiena qui, pareil, vice-champion du monde l'été dernier. Il fait 3e au championnat du monde l'année d'avant également. Il a franchi la barre mythique des 6 mètres. Donc même si, bon, il a eu une saison un petit peu en dents de scie, il a quand même planté un 5,97 m, donc il s'est sauté haut. Donc il va être dangereux. Il y a le grec, Emmanuel Karalis, qui mine de rien a toujours été un peu bien placé. Il est 4e aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il est surtout cet été, il a fait podium au championnat d'Europe juste derrière Duplantis en battant son record. Derrière, il a refait 2 performances à 5,90 m. Donc c'est quelqu'un il faut s'en méfier. Et puis ensuite il y a évidemment Thibaut Collet qui avec la performance qu'il a fait il y a quelques semaines à Grenoble, les 5,95 m, forcément il a la performance pour pouvoir espérer jouer le podium. Et pour moi ça va se situer dans quelle hauteur le podium selon toi? En fait ça va dépendre un petit peu des montées de barre qu'ils vont mettre, mais je dirais à partir de 5,90 m, la barre va être importante. Ouais. Et donc voilà, le seul bémol qu'il faut être conscient par rapport à Thibaut, c'est que actuellement il n'a pas fait le moindre podium international, et donc voilà, on arrive là sur les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est grandiose. Il est prêt, je me suis entraîné avec lui ces dernières séances. Il est prêt à sauter haut, etc. Mais voilà, c'est. Est-ce que le fait que c'est à la maison, ça va être un stress en plus ou quelque chose qui va le motiver? Ça peut être les deux. En fait, ça peut être les deux, parce que avoir un stade qui fait un brouhaha comme ça, faut savoir le gérer. Donc après, de toute façon, il est là pour se donner à fond. Mais en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les autres athlètes, ils sont là pour être à fond. Tout le monde, ils ne sont pas là pour regarder les Français performer et puis se satisfaire du reste. Donc les Jeux Olympiques, c'est la magie aussi de ça, c'est que
tout le monde ne va, tout le monde peut se dépasser, sortir. Donc voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, pour moi, je pense que ça peut s'annoncer à être une belle finale, mais je ne pense pas qu'il faut s'attendre à ce que tout le monde fasse 6 mètres. Ouais. Parce que c'est un vieux rêve depuis que Duplantis, etc. Mais la seule compétition actuellement en championnat où il y a eu 2 personnes à 6 mètres, c'était les championnats du monde l'été dernier à Budapest. Mais 6 mètres, on le réserve pour Duplantis et toi. Voilà, on va garder ça. Mais après, en tout cas, les barres à partir de 5,90 m, donc en fonction de ce qui va être vraiment là, pour moi, le podium, il va jouer à ce moment. Et puis, en fonction de qui passe et à quel essai, on sait qu'il y en a qui vont pouvoir passer celle d'après, même s'ils ont des petits échecs. Là où d'autres vont être un petit peu plus limités et vont croiser les doigts pour passer la bonne barre au premier saut. Mais non, ouais, ça s'annonce assez excitant, quoi. Belle compétition à suivre, les qualifications demain, c'est ça? Qualification demain, samedi matin à partir de 10h10. Exactement. Et puis ensuite, la finale lundi à 19h. Ouais. Voilà. On y sera, nous aussi on sera au stade. Juste avant de se quitter et de retrouver le quiz, je vous propose de faire un petit détour avec Maëlys, qui est la correspondante de SCC, qui était au stade à l'Arena de Nanterre pour la natation. Regardez. Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Paris La Défense Arena accueillera les épreuves de natation du 27 juillet au 4 août 2024. Et pour la toute première fois, Paris La Défense Arena se transforme en bassin olympique. SCC, en tant que supporter officiel, a mis en place une certaine logistique. Maxence, tu peux nous en parler? Absolument. Là-dessus, SCC, depuis notre site logistique de Lieu 5, qui est situé dans le 77, on a déployé l'intégralité du matériel sur le site de Paris La Défense derrière moi. On a déployé tous les laptops, tous les téléphones, toutes les tablettes, tous les branchements ainsi que le gros équipement audiovisuel. Et ça va permettre de pouvoir faire toute la retransmission de l'événement. Donc les caméras qui ont été fournies directement par Panasonic aux Jeux Olympiques vont être raccordées directement à un laptop SCC qui va s'occuper de faire tout ce qui est commentaires, tout ce qui est on-venue result, de pouvoir imprimer le papier qui sera signé par les fédérations pour rendre officiel le résultat. De plus, on aura tout l'équipement qui permettra d'assurer, on va dire, le suivi interne de l'épreuve, faire en sorte que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas d'accro et que dans l'ensemble, l'épreuve se passe bien, et c'est possible grâce au déploiement du matériel par SCC. Et tout ça a été livré à peu près il y a combien de temps? Là-dessus, les derniers semi-remorques que j'ai vu arriver au niveau de la Défense, ils sont arrivés le mois dernier, fin juin, et j'en ai vu quelques-uns arriver en début juillet qui ont pu se garer notamment derrière à l'espace livraison. Puis ça a été repris directement par les membres internes de la Défense Arena, des gens qui sont employés à plein temps par l'entreprise qu'est la Défense Arena, pour pouvoir parfaitement maîtriser leur lieu. On coordonne et on travaille avec ce qu'on appelle des EDE, des organismes externes, qui maîtrisent leur propre sujet. Donc pour la Défense Arena, ça va permettre de pouvoir avoir l'entreprise qui est la Défense Arena, qui maîtrise son périmètre et qui nous aide à pouvoir garnir le stade d'équipement SCC, spécialement préparé, masterisé, déployé pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas d'épreuve sans IT et il n'y a pas d'IT sans logistique. Merci Maëlys qu'on retrouvera tout au long de cette quinzaine des Jeux Olympiques dans les différents stades. Elle se balade, elle profite elle aussi, elle rencontre du beau monde. Et on aura notamment aussi Alexandra qui sera là avec nous la semaine prochaine. Alexandra qui fait partie de la team SCC et qui a remporté une médaille d'or par équipe à l'épée. Allez, c'est l'heure du grand quiz. Si vous êtes en ligne et que vous avez attendu ce moment pour gagner 2 places, vous avez bien fait, puisqu'on va vous poser une question et je vous explique les règles. En gros, une question. Rapidité, il faut répondre rapidement donc sur LinkedIn en commentaire. Le plus rapide gagne 2 places. Et vous savez quoi, comme la question est un peu facile, je pense, il faut donner exactement la réponse. Donc on donne la réponse 1, 2 ou 3, vous allez voir, et ensuite précisément la réponse. Vous allez comprendre. Allez, tiens, c'est Renaud qui va faire le maître de cérémonie, qui va poser la question. Alors, quel sportif est le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques? 1. Larissa Latinina. 2. Michael Phelps. 3. Pavo Nurmi. Est-ce que déjà tu as une petite idée, toi? J'ai une petite idée. Après, je peux me rater sur le nombre exact de médailles. Ok. Mais j'ai un ordre d'idée quand même. Ok, alors on vous laisse pianoter sur vos smartphones, sur les tablettes pour donner la réponse. Donc je rappelle, vous mettez la réponse 1, 2 ou 3, donc Larissa, Michael ou Pavo. Donc Pavo qui était un coureur de fond finlandais. Exactement. Larissa qui était donc une gymnaste russe et qui a beaucoup de médailles. Hein. J'ai un indice peut-être. Ah. Ils ont tous beaucoup de médailles. Et puis là on voit le visuel de Elevate, la série. Allez, on va donner la réponse. Alors peut-être tu vas la donner toi avant de voir la réponse. Michael Phelps. Michael Phelps, c'est une bonne réponse. Michael Phelps avec beaucoup de médailles, exactement
28. J'aurais dit 26. 26, t'étais pas loin. Voilà, donc bravo à tous ceux qui ont participé. On vous contactera directement sur LinkedIn pour la personne qui a répondu le bon chiffre, 26 médailles. Et s'il n'y a pas de bonne réponse, ce sera celui qui est le plus proche, tout simplement. Attention quand même, parce que Marchand va vite rattraper notre ami Michael, j'ai l'impression. Ouais, il faut encore 2 Olympiades, mais il est parti pour. Ouais. Merci Renaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis c'était un plaisir de te suivre à titre personnel pendant toutes ces années sur ton expérience d'athlète et d'être en coulisses avec toi. C'est pas fini. Allez, on vous laisse retourner sur YouTube pour regarder Elevate maintenant. Ciao.